Voilà. Donc, on va essayer de faire un atterrissage en douceur après ces 2 journées. On a donc Monsieur Vic disait qu'on était stratosphérique, puis on prenait l'avion et tranquillement on va atterrir et on va faire un exercice un petit peu d'équilibriste parce qu'on a dit même si le consommateur n'est pas au centre de la démarche, il convient de se poser la question de ses attentes. Et c'est la première question que j'ai envie de poser à Monsieur Ancelucci par exemple dans une société comme Naturex. Comment Dans une société comme Naturex, donc comment abordez-vous ou comment essayez d'appréhender le comportement de ce consommateur qui est exigeant, qui est contradictoire, qui est schizophrène, qui veut tout le temps? Comment est-ce que vous abordez ces points-là au niveau de la société Naturex? Alors, ça fonctionne? Vous m'entendez? Bon, rapprochez, je me rapproche. Bonjour à tous. Alors, d'abord, la première chose, c'est que l'organisation de Naturex, en soi, elle est ce qu'on appelle customer-centric. C'est-à-dire on est vis-à-vis du client et du consommateur, parce qu'on est dans un... Peut-être juste rappeler que Naturex, en fait, est entre les producteurs de plantes, va prendre ces plantes à l'état brut, les extraire et en faire des ingrédients qui vont aller ce qu'on appelle au B2C, c'est-à-dire aux gens comme Nestlé, Danone, ou les grands laboratoires cosmétiques, qui vont, eux, faire des produits finis. Donc on a en fait deux priorités. La première priorité, c'est nos clients, donc le B2C, mais on va une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on met le consommateur au milieu de Naturex. Et ce que l'on veut faire, c'est apporter des avantages que nous, on va remettre concurrentiels sur nos produits, des avantages de coût, des avantages de propriété des produits intrinsèques aux produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va apporter sur une peau, qu'est-ce qu'il va apporter en termes de couleur naturelle, etc., pour qu'on apporte aux produits finis, aux marques, une valeur ajoutée qu'ils pourront mettre sur le marché. Donc on a une démarche qu'on appelle pull, qui est très marketing, qui est d'étudier en fait les besoins des consommateurs, les besoins des marques, comment on va les protéger, l'ensemble des consommateurs et des marques, et comment on peut mettre de l'innovation là-dedans. Donc on a des divisions par ce qu'on appelle business unit, qui vont s'occuper de ces 3 marchés, qui vont scruter et les tendances consommateurs et les tendances de nos clients, donc ces marques que je viens de vous citer. Au niveau de la filière horticole, monsieur, comment réalisez-vous le même exercice d'appréhender ce consommateur multiple? Eh bien, bonjour à tous. Valor, c'est effectivement 30 000 points de vente qui sont répartis sur tout le territoire, sur les plus de 50 000 entreprises qui existent. Ce qui veut dire qu'on a à la fois un effet macro et un effet micro. Sur le plan macroéconomique, Valor est en charge de l'observation du marché et de la consommation. Alors à la fois avec des panels que nous avons confiés à TNS Sofres, d'une part, par circuit, donc aussi bien le circuit de la jardinerie spécialisée que le circuit des fleuristes, pour ne citer que les principaux, et puis aussi la vente en direct des producteurs. Et puis nous avons confié à différents instituts le soin de réaliser des études plutôt quali sur le comportement des consommateurs, sur ses perceptions d'une part, sur la capacité que le consommateur a à modifier ses comportements et à travailler aussi sur ses attitudes. Donc ces informations-là, on les met à disposition des opérateurs. Certains s'en saisissent plus que d'autres, il faut le reconnaître. Et ça vient enrichir la réflexion des chaînes, des enseignes ou du fleuriste individuel. Du coup, nous avons observé, puisque on aurait pu aussi faire intervenir l'un ou l'autre des grands réseaux, je me suis donc rapproché de chacun d'eux pour qu'ils nous fassent part de leur façon de procéder. Et tous ont des méthodes un peu semblables, consistent, pour prendre un exemple, à mettre en place ce qu'on appelle des fils, donc fils pépinière, fils fleurs, fils arbustes, et chaque année, ils réalisent par des groupes d'une dizaine de personnes la capacité à analyser donc la saison, les échecs, les réussites, l'évolution des gammes, les souhaits des consommateurs. Donc là, on est sur, en quelque sorte, de l'instantané. Il s'est passé une saison, quel a été le comportement du consommateur? Et forcément, ils essaient de croiser ça avec un certain nombre de focus group qu'ils réalisent selon la typologie des consommateurs, de manière à tirer le parti de
de la demande, de l'évolution de la demande du consommateur. Alors forcément, ça renvoie à d'autres questions. C'est comment l'innovation va venir inonder la capacité à, en quelque sorte, saturer un marché qui n'a pas été renouvelé. Et je crois que c'est ce travail-là que chacune des enseignes essaie de faire pour remonter de l'information et de la remonter tout au long de la filière. Merci. Monsieur Martineau, excusez-moi. Bien que vous ne soyez pas au contact direct du consommateur, puisqu'il y a des intermédiaires entre vous, industriels, ou en tout cas en distribution, entre vous et le consommateur, quelles sont les conséquences pour une entreprise comme la vôtre de ces changements de comportement? En quoi en voyez-vous les conséquences? Alors, il est vrai que pour une grande majorité des producteurs, il n'y a pas effectivement de lien direct avec le consommateur. Pour autant, les conséquences sont importantes sur nos réflexions, sur nos stratégies d'entreprise. Notre métier d'agriculteur, notre métier de producteur de plantes médicinales, il a beaucoup évolué ces dernières années. On n'est plus seulement agriculteur, on a l'obligation de tenir compte des évolutions de la consommation. Alors, en fait, on a l'information par le biais de nos clients, bien sûr, et ça amène, on l'a vu encore sur ces 2 journées, ça amène beaucoup de questionnements et de définitions de stratégie à avoir dans nos entreprises. On doit être réactif, c'est-à-dire que vous prenez le domaine de la cosmétique, c'est des domaines où les modes changent beaucoup, rapidement, et on est constamment en recherche, développement de nouvelles plantes. Et du coup, il y a une partie R&D très en amont chez nous sur la mise en place de cultures pour faire des échantillons. Voilà, c'est un exemple concret des conséquences des consommations du consommateur, quoi. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse, pour le lien. Si on fait un petit chemin à l'envers ou à l'endroit, selon comment on se situe, il y a une question qui est revenue assez régulièrement, moi je l'ai vue au moins 2-3 fois, sur l'évolution des circuits de distribution, et notamment Internet, et jusqu'au concept du drive. Et j'aurais envie d'avoir l'avis de M. Angelucci et de M. Vass là-dessus. C'est quoi la conséquence de ces nouvelles technologies de l'information pour la façon de mettre en marché, pour l'information que vous diffusez, non pas vos clients, mais jusqu'aux consommateurs? Alors, dans un métier où nous, on se situe dans le B2B, on va pas être sur des plateformes d'e-commerce comme dans le B2C. Par contre, on va utiliser, en fait, on peut acheter des données externes aujourd'hui, maintenant sur le marché, qui sont générées par ces plateformes pour scruter les tendances. Et nous, on a investi dans ce qu'on appelle un CRM, donc qui s'appelle un Customer Relationship Management, qui permet en fait de scruter l'ensemble des retours de nos clients B2B et des centres commerciaux qui arpentent le terrain. Et ça, on va croiser ça avec ces données externes pour effectivement comprendre tout ça. Et derrière, on va utiliser ce qu'on appelle le marketing digital pour aller promouvoir l'offre de Naturex en l'occurrence, c'est-à-dire utiliser toutes les plateformes que sont Facebook, Twitter, etc. pour promouvoir l'entreprise et les valeurs de l'entreprise en fait. Une logique à la Intel Inside, Naturex Inside? Oui, un petit peu, exactement, tout à fait. L'idée c'est de dire, bah, voilà la valeur ajoutée que vous avez, et de pouvoir s'approprier le consommateur en lui disant, voilà ce que nous, en tant que B2B, nous faisons et ce que nous vous apportons. Merci. Monsieur Vass, même question. Quelle est la conséquence de ces évolutions des circuits de distribution sur la filière horticole, en particulier l'aval, bien évidemment? Alors, d'abord, ça dépend des produits, ça dépend des circuits. Et en fait, il y a quand même une expérience assez intéressante. On a souvent dit que les Français avaient été bloqués par l'apparition du Minitel, vous vous souvenez, et que finalement, d'un autre côté, on a rebondi en disant finalement, ils ont eu une culture du clavier grâce au Minitel. Toujours est-il que les chaînes de distribution de la transmission florale a commencé à dématérialiser. Et quand Interflora a mis en place Floritel, c'était déjà une façon de travailler par des moyens à distance et de commander à un point de vente et de livrer depuis un autre point de vente. Donc je crois qu'il y a eu cette culture-là sur la fleur coupée, sur le réseau des fleuristes. En revanche, quand il a fallu changer et faire en sorte que chacun des fleuristes soit équipé d'un ordinateur, ça a été beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Donc à la fois un avantage et puis finalement aussi un certain nombre de freins. D'autres formats se sont développés là, du coup, sur des ventes plateformes par Internet. On connaît particulièrement Aquarelle. Et effectivement, là, avec une modification du commerce et de l'alimentation et de la bouquetterie qui allait avec,
de façon assez considérable de mon point de vue. En revanche, sur d'autres formats comme le Drive, si vous voulez, on a travaillé avec le groupe Prospective, je salue d'ailleurs les membres qui y participent. Dans ce groupe Prospective, on a essayé d'avoir un spécialiste du Drive, et on s'aperçoit bien que c'est quand même, un, naissant dans la grande distribution, deux, des modèles qui sont différents, selon que, j'étais avec Serge Papin l'autre jour, qui rappelait que, bon, quelque part, nous, on fait les courses à la place de nos clients. Donc c'est des concepts de drive sur le point de vente qui sont un peu différents du vrai drive, c'est-à-dire d'éviter la mise en magasin et de stocker et de dématérialiser l'ensemble. Nous n'en sommes pas là, notamment sur le réseau des distributions des jardineries, et loin s'en faut, même si la question de la livraison est toujours posée, parce que finalement, l'attente du consommateur, c'est quoi dans cette affaire? Et la capacité à se réenchanter en visitant une jardinerie compte pour beaucoup aussi dans la fréquentation des jardineries. Donc, si faire les courses, parfois, c'est une corvée, aller en jardinerie, généralement, ça ne l'est pas. Merci. Donc là, on continue notre petit cheminement. On voit qu'en fait, ce consommateur multiple, il faut l'observer, essayer de s'adapter à lui-même, enfin à ses attentes, pardon. Et on voit que c'est pas toujours facile quand on est sur des cycles de production un peu plus longs. On voit qu'il y a une influence des circuits de distribution, notamment du drive. Si on remonte un petit peu donc vers l'amont des filières et vers tout ce qui est conduite culturelle et innovation, j'ai envie de demander à M. Chassagne, quels sont pour vous les grands enjeux en termes d'innovation dans la filière au niveau production? Alors, bonjour à tous. Nous, aujourd'hui, on peut distinguer deux types d'innovation pour nous. Une innovation que j'appellerais visible, qui est à destination du consommateur, et puis une innovation non visible, où justement on veut que cette innovation ne soit pas visible par le consommateur. Alors je m'explique. Visible, ça veut dire une nouvelle variété avec une nouvelle couleur que le consommateur sur lequel il va adhérer, et commercialement c'est une innovation. Et non visible, par exemple, arrêter l'usage des régulateurs de croissance par le biais de filtres lumineux ou de choses comme ça, où on a bien une innovation en termes de process culturel, mais qui ne sera pas du tout visible par le consommateur. Donc ça, c'est des enjeux un petit peu différents, en particulier parce qu'on s'éloigne un petit peu du consommateur, puisque on vient de l'expliquer, hein, le marché change un petit peu, avec un système où les jardineries et les centrales d'achat sont un peu plus prégnantes que par le passé, et où donc notre client à nous, c'est la centrale ou la jardinerie, et pas finalement le consommateur final. Et dans ce portrait, vous décrivez quelle est la part de la plante par rapport à ce qu'on a vu se développer beaucoup de choses autour de la plante. Ça reste toujours l'élément moteur de l'innovation. Comment vous gérez ça, cet équilibre? Oui, alors ça c'est vrai que c'est un petit peu difficile aujourd'hui, en particulier sur le marché sur lequel on est positionné, qui est le marché de la pépinière, qui a un pas de temps qui est un petit peu long par rapport au changement de consommation. C'est-à-dire que nous, on est sur des cycles de culture moyens à 3 ans, mais qui peuvent aller au-delà, hein, jusqu'à une dizaine d'années, avec des changements de consommation qui sont au trimestre parfois. Et donc c'est un petit peu difficile de s'adapter vis-à-vis de ça. Donc on essaye de réduire nos cycles de culture, et là encore, l'innovation pour nous est importante. Et encore une fois, c'est une innovation non visible pour le consommateur. Et en termes de tout ce qui est protection, enfin, on a eu ces discussions, on a vu les fermes défis, Ecofito, c'est des choses qui sont ressorties assez fortement. Et même hier, la ville d'Angers parlait donc des zéro pesticides de façon assez régulière. Comment vous appréhendez ça au niveau production? Alors la démarche environnementale est une démarche qui est toujours très louable. Cela dit, c'est aussi une démarche qui nous permet de faire des économies, puisque moins on utilise de produits phyto et moins on dépense d'argent pour les produits phyto. Encore faut-il que les méthodes alternatives soient compétitives face à ça. Donc là encore, on a vu tout au long des journées un certain nombre d'innovations qui permettaient de pallier un petit peu à ça. Ce qui est important dans ce genre d'innovation, en particulier sur la PBI, c'est aussi que le consommateur final, pour le coup, soit bien conscient que on travaille maintenant avec des seuils, par exemple sur le puceron ou des choses comme ça, où le zéro puceron sur les plantes
ça serait bien que les gens pensent que c'est du passé et qu'aujourd'hui on peut tolérer quelques ravageurs sur les plantes. On peut tolérer du puceron au même titre qu'on tolère une coccinelle par exemple. Donc une évolution, une attente et en même temps s'adapter un petit peu en se disant comme l'alternative n'est pas parfaite, on peut trouver des pupes sur des plantes, c'est pas la fin du monde, le produit reste à la fois beau et marchand. J'avais envie de vous poser la même question, monsieur, légèrement différente, monsieur Martineau, concernant la forme, selon vous, des innovations aujourd'hui et à venir. Est-ce qu'elles seront comme celles du passé? Qu'est-ce qui change dans l'innovation? Est-ce que ça reste individuel? Est-ce que c'est privé, public, c'est collectif? Quelle forme ça prend, selon vous? Par rapport aux méthodes culturelles ou par rapport... Conduite, technique culturelle, itinéraire technique, voilà, dans cette sphère-là. Qu'est-ce que vous voyez changer dans l'approche de l'innovation? Moi, ce que je vois changer, on est sur des métiers qui sont complexes, puisqu'il y a une grande diversité de plantes, c'est comme dans l'horticulture. On l'a vu sur cette journée-là, la prise en compte de d'autres problématiques que sont l'énergie, que sont le climat, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas des éléments importants. Et donc c'est d'arriver à intégrer, alors, continuer le défi d'apporter des plantes de qualité sur le marché à nos clients, donc des plantes qui soient riches en actifs, d'arriver à reproduire régulièrement ces plantes, et en même temps d'intégrer toutes les problématiques qui nous sont posées sur le durable, sur l'agroécologie, sur l'énergie. Et ça, c'est un vrai défi. Je pense qu'on en est qu'au début. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a un pas de temps qui est compliqué à gérer chez nous, puisque quand on parle de protection des cultures, aujourd'hui on est tous d'accord, il faut essayer d'éliminer le maximum de produits phyto et de faire le plus propre possible. Pour autant, les méthodes alternatives, comme le disait Patrick, sont loin encore de répondre à nos problématiques en termes de substitution. Et le pas de temps, voilà, il ne faut pas qu'on aille trop vite. Il faut qu'on ait les solutions efficaces pour pouvoir remplacer tous ces produits. Et là où, quand j'y ai un pas de temps qui est un peu difficile à gérer, c'est que la législation, les réglementations vont et le politique va vite sur ces sujets-là parce qu'il y a une demande sociétale, on est d'accord. Pour autant, nous derrière, il faut qu'on arrive à suivre. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis le deuxième sujet qui me semble peut-être plus important que chez vous, parce que vous êtes en milieu serre, donc un peu artificiel, c'est le climat. On l'a vu, nous, ces dernières années, où on a eu des effets importants sur la production, en termes de matière, tout simplement, à la fois qualité et puis sur produire de la matière, où le climat a un impact direct sur nos cultures. L'exposé d'hier sur le climat était intéressant. Comment on va arriver à le relever? Il y a sans doute des choses à faire, certainement, en termes d'innovation. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on arrivera à trouver toutes les solutions pour pallier à ces changements climatiques annoncés? Ça, c'est une vraie inquiétude. Et là, il y a des réflexions à porter importantes. C'est un mélange, ce que vous dites, c'est toujours cette équation environnementale économique qui a conservé, si j'entends bien ce que vous me dites, et aussi des innovations, on a utilisé des mots un peu barbares, vous avez entendu incrémental, incrémentiel, petit à petit, vite, puisque ça change vite, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accélérer. Il y a des cycles, ce que vous nous dites, de développement de solutions qui sont plus lents, et donc il faut jongler entre tout ça, c'est un peu le message, quoi. D'accord. Et moi j'avais une question, on a vu l'aspect économique, on a vu l'aspect environnemental, il y a l'aspect social et l'aspect éthique. Monsieur Vermeer, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu sur le lien entre l'innovation et l'éthique, parce que c'est un sujet en tout cas personnellement, que je connais assez mal. Voilà, quel est ce lien, hein? Est-ce qu'il y a des limites? Non, ça doit fonctionner. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Alors on a une belle leçon d'économie ce matin avec Christian, et centralement sur la question de l'innovation. Alors le lien entre l'innovation et l'éthique. Je crois que Christian a rappelé ce matin qu'au fond l'innovation n'est pas ex nihilo, hein, si j'ai bien compris. Hein. L'innovation est véritablement une innovation si elle arrive, si elle passe si elle arrive sur le marché. Peut-être plus précisément,
l'innovation, étymologiquement, c'est ce qui permet de rester vivant. Quand on dit innovation, c'est l'idée de greffer du neuf sur de l'ancien, sur ce qui est déjà, afin que ce qui est déjà reste vivant. Donc, à l'origine de l'innovation, il y a une intuition qu'on va qualifier d'intuition éthique. Une intuition éthique. Je ne sais pas si vous savez, mais l'éthique vient du grec ethos. Et ethos a donné notamment le terme étable. Vous voyez, on est proche de l'agriculture. Étable, pourquoi ? Parce que les Grecs se rendaient compte que les animaux, dans un monde qui change, avaient des habitudes, se donnaient des habitudes. Notamment, ils se couchaient toujours au même endroit le soir. Raison pour laquelle, vous voyez, ça donnait le terme étable. Plus profondément, ethos, c'est l'idée que si je veux demeurer dans un agir juste, j'ai besoin d'une demeure. Et plus précisément, j'ai besoin d'une communauté de conviction. Autrement dit, à l'origine de l'éthique, je me donne des valeurs, et on voit bien dans les échanges précédents, le consommateur véhicule des valeurs, il a un ethos qu'il souhaite aujourd'hui exprimer au travers de l'acte alimentaire. Et dans cet acte alimentaire, on sait que cet acte alimentaire est un acte joint. C'est-à-dire que quand je consomme, prenons un produit bio, je consomme parce que j'ai faim, je consomme parce que j'ai un souci de santé, je cherche à capitaliser, à entretenir mon capital santé, par-delà les bienfaits ou non de la consommation de produits bio, évidemment, et puis j'ai un souci éventuellement éthique. Donc le consommateur véhicule des valeurs qu'il souhaite exprimer au travers de son acte de consommation. Le producteur, lui également, il est dans dans un ethos. Et cet ethos premier, c'est quoi ? C'est la nature. Le producteur est contraint par la rareté des ressources naturelles. Et producteur agricole évidemment, il a toujours de tout temps observé la nature pour que, dans cette observation de la nature, il en a tiré des lois, il en a tiré des techniques. Et dans le terme technique, pour les Grecs, excusez-moi, je fais une petite leçon, dans le terme technique, il y a précisément cette idée de durabilité. Pour les Grecs, la technique, c'est l'idée d'une forme que je donne à la matière. Du bois, j'en fais une table. D'une plante sauvage, je peux en faire une espèce extrêmement productive. Mais cette forme ne s'imposera pas durablement à la matière. La matière, c'est-à-dire la nature, aura le dernier mot. Autrement dit, aujourd'hui, le producteur, évidemment, à travers tous les échanges qu'on a eus, se rend compte effectivement que la nature, dans cette nature, il y a effectivement des lois qu'on peut tirer pour une organisation technique, mais il y a aussi, et de tout temps, l'homme a tiré de la nature aussi une certaine éthique, un certain ethos. Autrement dit, pour l'agriculteur, quand je parle d'idée d'éthos à rejoindre à l'idée de communauté, notre première communauté, pourrait-on dire, c'est la nature, dont on tire aujourd'hui des lois, je dirais techniques, des règles techniques. C'est le sens profond de l'agronomie. Agronomie, de l'observation de la nature, j'en tire des nomos, c'est-à-dire des lois d'organisation que je vais développer des techniques. Et dans cette nature aussi, de tout temps, on a tiré également des lois d'organisation de la vie sociale, c'est-à-dire une éthique. Tout l'enjeu aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est non pas un enjeu de confrontation entre une économie et une écologie. Écologie, le terme écologie dit bien cela. De l'observation de l'oikos, j'en tire un logos, j'en tire des lois d'organisation. Tout l'enjeu est de concilier, cette économie et cette écologie, et parfois douloureusement. Et la question qui me vient après spontanément, c'est par rapport à l'éthique, c'est tous ces aspects de nouvelles technologies. Biotechnologie au sens très large, quel est le lien ? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'éthique ? Parce qu'il y a des discussions sociétales énormes, sans fin sur ces sujets-là. Tout à fait. Alors souvent, on a l'impression que l'éthique, le souci éthique, court après l'innovation. Il y a des innovations dans différents domaines. Alors, évidemment, au niveau biotechnologique, au niveau de la santé humaine, de la procréation, etc. Et on a l'impression qu'on a un souci éthique qui court après. Or, profondément, c'est l'inverse. Et ça a été bien, je pense, rappelé par Christian, au sens où, au fond, l'innovation est toujours une innovation induite. Elle est induite par un certain contexte sociétal, environnemental. La vache Holstein a 15 000 litres de lait.
c'est une innovation, mais c'est une innovation qui a été induite par un contexte de l'époque, d'une Europe qui souhaitait sortir de la dépendance alimentaire américaine, qui souhaitait faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre décemment, etc. Et donc, quelque part, cette innovation, qu'on peut qualifier parfois de manière péjorative, mais il ne le faut pas, de productiviste, était portée par un ethos, c'est-à-dire était portée par une caution morale. Aujourd'hui, l'innovation, au fond, elle est portée par un ethos. Le problème, c'est que cet ethos, il y a différents ethos, il y a différents systèmes de valeurs qui parfois se confrontent, mais au fond, c'est bien garder à l'idée que, in fine, l'innovation, elle est portée par une éthique. Autrement dit, l'innovation trouve sa forme par une éthique, par un système de valeurs. Et effectivement, ces systèmes de valeurs aujourd'hui, eh bien, ils se confrontent, notamment dans des sociétés qu'on va qualifier un peu rapidement de relativistes sur le plan éthique, c'est-à-dire au fond, dire qu'aujourd'hui une valeur est vraie, c'est-à-dire confronter un discours proprement éthique ou moral et un discours scientifique, c'est-à-dire confronter le bien versus mal et le vrai versus faux, est quelque chose à la fois qui est compliqué, mais qui est éminemment important. Je vous remercie pour cet éclairage, en tout cas sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas moi j'ai vu assez peu de choses sur ce sujet-là. Puisqu'on est dans la partie amont, donc là on voit qu'en fait l'innovation répond à une éthique, ou en tout cas est la suite logique d'une éthique. On voit les conséquences en termes de technologie. Ça m'amène forcément vers Naturex, c'est de dire, voilà, vous nous avez dit, nous on est vraiment vers l'aval de la filière. On fait vers la transformation, donc on va vers l'aval, on suit le consommateur. Mais quel regard portez-vous sur l'amont, hein? On parle développement durable, pas très loin de ces choses-là. Comment vous gérez l'amont de la production, quoi, qui vous est livrée? Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vais le dire dans des termes un peu plus barbares marketing. On parle de consommateur et de consocratie. D'accord ? Donc tout ce que vous venez de dire de manière très jolie, je viens juste de le ruiner, je l'ai dit, voilà, un consommateur, un consocrate. Ceci dit, et c'est ça qu'on scrute, ce sont ces valeurs-là, parce que ce sont des valeurs chapeau, et que l'ensemble de nos produits et les produits que nos clients vont faire pour ces consommateurs va porter ces valeurs-là. Et nous, en tant que spécialistes, parce qu'on est dans une stratégie de spécialistes, on doit faire en sorte de porter ces valeurs-là, d'y adhérer et voire de les transformer, d'où l'innovation. Et l'innovation, elle n'est pas forcément, et je vais faire le lien avec l'amont, elle n'est pas forcément d'avoir une nouvelle plante. Elle est comment on a fait cette plante-là. Qu'est-ce qu'on apporte de mieux dessus. Pourquoi on consomme moins d'eau, etc., etc. Et par contre, c'est véhiculer tout ça qui est compliqué. Parce que comment on touche le consommateur qui ne comprend pas déjà... Déjà, se mettre tous ensemble, ça prend du temps. Et puis, expliquer les contraintes de chacun, ça prend du temps. Donc, véhiculer tout ça est compliqué. Et c'est pour ça qu'on se tourne, nous, de plus en plus vers l'amont, pour justement aller chercher de l'innovation là où il y en a, en fait, qui n'est pas exploitée. Vous m'entendez, si de l'innovation qui n'est pas exploitée, donc on a eu des échanges des fois sur des plantes qui étaient pas exploitées, ou également de dire, dans ce qu'on appelle notre croissance externe, on va faire de plus en plus de partenariats, donc ce qu'on appelle des JV, où on va faire des acquisitions avec de l'amont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a, et ceci, dans des pays, pas forcément en France, hein, je parlais du Chili, là qu'on vient juste de réaliser une acquisition qui comprend des milliers d'hectares de bois, en fait, pour pouvoir extraire le Kilaya, qui est un agent surfactant qu'on va utiliser dans des nouvelles, justement, dans ce qu'on appelle du household, donc tous les produits de nettoyage ménager, etc. Et à côté de ça, on va faire aussi des partenariats techniques qui peuvent être faits sur des sélections variétales. On va faire du partenariat avec des agriculteurs sur des exploitations, et on va aller jusqu'à aussi prendre en compte tout ce qu'on appelle le ABS, et qui viennent des accords de Nagoya, etc., où c'est de faire attention au benefit sharing, c'est-à-dire comment on rétribue la filière et comment on va porter, et nous, alors, ça peut paraître une contrainte, mais ce n'en est pas une d'abord, puisqu'il faut que l'ensemble de la filière puisse être impliqué dans la démarche et que l'ensemble de ce que crée comme valeur ajoutée puisse être exploité ensuite et donné aux consommateurs. Et c'est là qu'est le challenge pour moi, c'est qu'il ne faut pas que ce soit que la marque qui s'approprie ça. Il faut que la filière existe, il faut que l'ensemble des gens puissent en bénéficier, d'où les interrogations et le benefit sharing, etc.
Ça va jusqu'au partage avec les communautés dans lesquelles vous produisez? Exactement, ça va jusque-là, puisqu'on va parler d'éthique et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ça passe par des fondations, ou des associations. Et nous, on a participé, par exemple, on a une incidence très importante sur une communauté au Pérou, puisqu'on va aller chercher le maca, qui est une plante qui est énormément utilisée aux États-Unis. Et on va faire vivre 3 villages sur les hauts plateaux, 4000 mètres d'altitude, et on est la seule ressource économique de cet endroit. Donc on est fortement impliqué. Et dans cette implication, c'est une meilleure rémunération, c'est leur donner de meilleures pratiques culturelles, etc. Mais c'est aussi de les amener sur les salons professionnels, de leur montrer pour qui ils travaillent, et d'aller voir aussi des consommateurs pour montrer là, ce que vous avez acheté en parapharmacie pour l'énergie, c'est lui qui vous l'a produit, en fait. Faire ce lien. Monsieur Huyghe, une question concernant le développement de ces innovations. On se rend compte, on l'a vu aussi pendant la journée hier, en fait, on part de masses d'informations qui sont énormes aujourd'hui, disponibles pour tout le monde, partout. Ça rejoint un peu l'idée du consommateur. Comment on fait en termes d'innovation pour digérer ces masses d'informations? C'est pas un challenge, ça, de partir d'une masse énorme et d'arriver à faire son marché pour aboutir à une idée, déjà, comme ça? Oui, c'est une bonne question. On a tellement d'informations que ça génère le sentiment que le monde il est plus compliqué aujourd'hui qu'hier ou qu'il va plus vite qu'hier, quoi. Par rapport à ces masses d'informations, en fait, il y a 2 dimensions qu'on doit se poser. Le premier, c'est la qualité de l'information. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, on n'a pas forcément d'informations sur la valeur de ces données. Et on parlait tout à l'heure des fermes éco-phyto. En fait, c'est un vrai problème. En fait, on fait des enregistrements, mais qu'est-ce qu'ils valent, quoi? Donc il y a toute la démarche de qualification de ces données-là. Et après, il y a comment on les exploite. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de là? Et on est face à deux grandes possibilités totalement différentes. Le premier, c'est vous les utilisez pour tester une hypothèse que vous avez. Donc vous avez un cadre théorique que vous posez et vous cherchez à l'exploiter. Et c'est une démarche analytique assez régulière et assez systématique, et qu'on utilise. Avec derrière ça, il y a toute la question en fait, de la propriété de la donnée qui est posée, qui fait partie de débats assez réguliers. Et d'ailleurs, ça concerne les agriculteurs et potentiellement les consommateurs, puisqu'on observe ce qu'ils font, quoi. Et puis vous avez un autre champ totalement nouveau qui est en train de se développer et où en fait qu'on utilise très très peu dans nos zones là. Dans nos sphères, c'est le data mining. Donc vous avez un champ absolument pas structuré, vous tapez dedans. Et avec un cadre développé en mathématiques appliquées et en mathématiques théoriques, qui s'appelle la théorie des graphes et la théorie des réseaux. Et ça a été au départ créé, enfin pour beaucoup, pour les gens qui font de la biologie moléculaire, vous faites des études de métabolomique et vous regardez tous les gènes qui fonctionnent ensemble. Donc vous avez des réseaux, en fait, vous avez aucune idée a priori de comment ça fonctionne. Et vous utilisez ces cadres théoriques pour faire émerger des organisations systématiques. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que, devant cette masse d'informations qu'on est capable de générer aujourd'hui, d'organiser, est-ce que, ayant résolu mon problème de propriété intellectuelle, enfin qui est le vôtre aussi, ce problème-là, c'est comment on cherche, devant cette masse d'informations, à obtenir des propriétés émergentes, en fait. Donc, en gros, des réseaux qui fonctionnent toujours ensemble, des grands processus, et aussi comprendre, en fait, pourquoi certains processus ne pourront jamais se mettre en place. Voilà. Et donc, là, on est un peu au début d'une révolution dans le traitement de l'information. Et cette chose-là, en fait, elle est permise par un truc, c'est la loi de Moore, quoi. C'est-à-dire que la capacité de calcul, la capacité de stockage, la capacité de traitement de l'information explose. Voilà. Ça ne lèvera pas la question de départ qui est si vous avez une information pourrie au début, ça sera pourri à la fin. Donc, il y a aussi un enjeu de simplification par rapport à ça. Ce que vous disiez, faire des tris, faire des choix, simplifier. Quand je dis simplifier, arriver à des choses compréhensibles, enfin applicables, ouais. Aussi. Je ne dirais pas simplification. Je dirais que si on veut changer, de toute façon, on va devoir traiter de la complexité. Et le défi qu'on a devant nous,
C'est comment on rend une chose complexe simple. Alors vous allez dire que je me suis trompé, ou alors j'ai abusé de plantes médicinales. Mais non, c'est pas ça en fait. Pour moi, le symbole de ce qu'il faut faire, c'est ça. Enfin, donc, je fais pas de pub, mais c'est un iPhone. En fait, c'est d'une complexité à toute épreuve, quoi. Vous avez 100 fois plus de puissance de calcul là-dedans qu'il y en avait dans la fusée Apollo 11 qui est partie sur la Lune. Pour revenir sur notre histoire de Lune de Kennedy. Ben, c'est d'une complexité à toute épreuve. C'est d'une simplicité biblique d'utilisation. Même moi, j'arrive à m'en servir. Donc, et la question, c'est comment on arrive à faire ça pour nos modes de fonctionnement. Vous parliez des systèmes agricoles. On doit inventer des systèmes de production qui sont plus compliqués. On a fait des pesticides parce que c'était simple. On ne doit plus en utiliser, on utilise moins. On va devoir remplacer ça par des choses compliquées. Si moi, en tant que chercheur, ou les instituts techniques qui se pointent devant vous en disant « vous inquiétez pas, hein, enfin, voilà, c'est tout ça que vous devez faire, c'est d'une complexité à toute épreuve », vous allez dire « mais revenez demain quand vous avez un truc simple ». Quoi. Et c'est comment on arrive à rendre simple et donc appropriable des choses qui, de fait, seront complexes. Et ça passera par la formation, parce qu'on a beaucoup plus de facilité à comprendre quelque chose qu'on nous a bien expliqué. Ça passera par l'accompagnement, et ça passera à certains moments par des outils d'aide à la décision qui vont intégrer en fait de la complexité dans un conseil simple. Voilà, c'est ça les ruptures qu'on doit imaginer. D'accord. Je vous remercie. On fait un petit voyage dans l'innovation. On a vu tout à l'heure tout ce qui tournait beaucoup autour de la protection, itinéraire technique, conduite culturelle. J'avais envie de poser une question à M. Chassagne concernant la sélection variétale. On a fait un petit détour par les biotech au sens large, hein, technologies nouvelles, qui, pour certaines, peuvent s'appliquer. Quels sont les grands enjeux en sélection variétale? Qu'est-ce que vous en attendez en termes d'innovation dans les années à venir? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la principale difficulté pour nos métiers par rapport à l'innovation, c'est le pas de temps, et en particulier sur la sélection variétale. Pour prendre un exemple, une variété de rosier, il faut une dizaine d'années de sa sélection ou de son hybridation à sa commercialisation. Et on vient de le dire, la société aujourd'hui, il y a une société qui va très très vite, hein, on vient de passer à la 4G. Pour autant, pour faire un chêne centenaire, il faudra toujours 100 ans. Et à mon sens, quelle que soit l'innovation qu'on voudra bien mettre autour de ça. Donc ça, c'est une difficulté. On parlait hier de la prospective, par exemple, pour les gens qui sont des forestiers et qui font des prospectives à 50 ans, avec une inertie sur la forêt qui est bien évidemment supérieure à ce qu'on peut avoir en horticulture, mais cela dit, c'est une problématique importante. Donc nous, la sélection variétale aujourd'hui, c'est plutôt comment répondre à des contraintes techniques qu'on peut avoir au jour le jour. Donc les contraintes techniques, c'est les impasses phytosanitaires par exemple, c'est la pression environnementale, c'est ce genre de choses, mais c'est aussi, Laurent le disait tout à l'heure, les problèmes climatiques, où on va avoir une sélection variétale qui prend du temps parce qu'elle doit être confrontée à des cycles climatiques qu'on ne peut pas accélérer, puisque c'est difficile en plein champ en particulier de modifier les conditions climatiques. Donc l'innovation pour nous variétale est un enjeu important qui n'est pas nécessairement, je l'ai dit tout à l'heure, visible par le consommateur, mais qui doit nous permettre de solder un certain nombre de contraintes qu'on a dans nos entreprises. Est-ce qu'on a un petit peu, il y a eu des phases en fait avec le développement des protections phytosanitaires, il y a eu d'autres caractères qui ont été privilégiés, la couleur, le port de plantes, ainsi de suite. Et est-ce que maintenant, donc il n'y a pas une espèce de cycle, on ne revient pas dans ce que vous dites, on va peut-être développer un peu moins de couleurs parce qu'il y a quand même déjà une belle palette de couleurs. Je pense qu'il y a quand même déjà de quoi choisir. Et pour revenir à des caractéristiques plus techniques, comme vous venez de le dire, c'est un peu ce mouvement qu'on voit. Oui, c'est-à-dire que les contraintes environnementales au sens large, c'est-à-dire qu'elles soient techniques ou réellement environnementales ou sociétales même, varient assez régulièrement. Par exemple, sur la sélection du rosier, qui est quelque chose que je connais plutôt bien, dans les années, au début du siècle dernier, en tout cas, une des caractéristiques ou des critères qu'on essayait de sélectionner au maximum, c'était la résistance aux maladies. Et en fait, la révolution industrielle a fait que les maladies n'étaient plus un problème. Du coup, on a passé ce critère-là au second plan, voire à un plan beaucoup plus loin, pour se concentrer sur le parfum, la couleur, le port de la plante.
Et aujourd'hui, on voit que le cycle s'inverse et que la pression sur les maladies devient très importante. Et donc, c'est de nouveau le critère qui est mis en avant dans la sélection. On peut imaginer, avec le développement des LED et des filtres lumineux, que la compacité des plantes ne sera plus un critère de sélection à prendre en compte dans les 10 ans qui viennent, parce que on ne cultivera plus les plantes sur leur port naturel, mais sur un port contraint par la technique. Donc voilà, ce cycle-là fait qu'il est aussi important d'avoir un panel de variétés à sélectionner qui soit très large, avec des critères de sélection qui soient pas tous tournés vers l'immédiat, mais aussi vers un peu la prospective, puisqu'on sait qu'à 10 ans, il y a des choses qui seront modifiées par rapport aux objectifs qu'on a aujourd'hui. C'est relativement clair en termes d'évolution. Ça rejoint aussi, vous émettez le message des discussions qu'on a eues sur les mélanges de techniques, quand même, de technologies. On a dit la difficulté à apprendre et l'expertise que vous avez dit. Néanmoins, dans beaucoup de projets, on voit quand même l'application d'une technologie à un autre secteur. C'est quand même des choses qui sont revenues très régulièrement. Vous parliez des LED, par exemple. C'est issu de recherches dans d'autres secteurs, enfin en tout cas sur la lumière appliquée à l'horticulture. J'avais une question à vous poser. Vous deux producteurs, alors on peut passer la parole à M. Martineau pour changer. En fait, comment vous allez vous adapter en termes de structure, votre structure d'entreprise, face à tous ces enjeux, ces innovations? On a vu le consommateur multiple, la distribution qui change, vous m'avez dit contrainte de temps, le réglementaire, l'environnemental. Comment vous adaptez-vous au niveau de l'entreprise? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir un peu sur le petit débat qu'il y a eu juste avant, puisque pour moi, ça me semble être une piste d'innovation importante. Ça a été évoqué à plusieurs moments dans les journées du colloque. On a beaucoup parlé de technique, bien sûr. Et je crois que dès qu'on parle de technique, ça avance. Il y a toujours il y a de la recherche permanente. Mais la relation entre les acteurs. Moi, je pense que j'ai le sentiment. Alors, je vis ça un peu au quotidien depuis 5-6 ans avec l'association Phytolia, où avec un certain nombre de collègues, on réfléchit à comment on peut travailler collectivement et comment faire avancer des projets. C'est compliqué, il faut du temps. Mais moi, ma réflexion sur ces innovations, c'est de savoir comment, d'un fonctionnement ensemble, oui, mais quand même un peu trop en parallèle, comment on peut arriver à croiser un peu plus ces parallèles pour avoir une efficacité beaucoup plus grande, pour que l'innovation fonctionne tout de suite, avance tout de suite. Et je crois que là, il y a vraiment matière à réflexion. Nous, on est bien sûr très en amont. On a des compétences en tant qu'agriculteurs.